Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ça fait 2 ans maintenant qu'il n'y a pas un jour où on ne nous parle pas de la Covid. On se noie sous les différentes informations et on en oublie même le b.a.-ba. Alors, avec Amine ce soir, eh ben, je vous propose de revenir là-dessus. Bonjour Amine. Alors, j'ai vu ta conférence que tu as fait il y a quelques jours sur la détox vaccinale. Et par rapport à cette conférence, je me posais quand même deux questions, dont la première, c'est quelle est la différence entre la souche classique et les variants? Est-ce que tout compte fait, un variant, c'est quoi? Et est-ce que c'est juste une virgule qui change dans une phrase ou est-ce que ce sont tous les mots d'une phrase qui changent complètement? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, merci pour ce sujet très intéressant donc, sur la COVID. Donc, il y a, comme tu l'as bien dit, beaucoup d'informations qui circulent et c'est en général très complexe de faire la part des choses, surtout même pour les professionnels aussi. Euh, et donc, pour répondre à ta question, avant plutôt de répondre à ta question, euh, il faut dire que les coronavirus en général, pas uniquement le SARS-CoV-2, mais les coronavirus en général, ils ont en fait cette caractéristique qui est bien connue, c'est qu'ils mutent peu par rapport aux autres virus. Mhm. Si on compare avec des virus de la grippe par exemple, les coronavirus mutent beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ils ont des processus de réparation qui sont assez efficaces par rapport aux autres types de virus, et cela vient du point de vue de l'évolution des virus, des coronavirus, du fait que ce sont des virus qui ont des séquences très longues, des séquences euh, des séquences d'ARN très longues. Ce qui fait que le fait qu'ils soient très longs, donc leur sélection fait qu'ils développent des mécanismes de réparation. Et s'ils ont des mécanismes de réparation assez efficaces, cela va empêcher en grande partie donc les mutations. Et donc pour définir un variant, ben, c'est un variant qui va subir des mutations, une ou plusieurs mutations au niveau des différents nucléotides, mais la séquence globale du virus reste toujours quasiment la même, sauf des changements au niveau de certains nucléotides, ce qui fait que ben, on appelle par exemple le variant alpha, le variant delta, le variant mu, le variant, etc. Il y en a plein. Les variants qui sont les plus connus, le variant anglais, donc alpha, et le variant delta, donc qui vient de l'Inde au départ. Donc, sont les variants les plus connus et dont le delta est le plus répandu actuellement. Mais il existe d'autres variants. Et donc, pour répondre à ta question, au départ, au tout début, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, au tout début, on avait deux souches. On disait la souche S et la souche L. Donc, la souche S Mhm. qui est la souche euh, ancestrale, non mutée, et la souche L qui est mutée. La souche L était plus dangereuse que la souche S, mais qui a très vite disparu à un moment donné. Et donc est restée uniquement cette souche S qui a muté régulièrement et qui a donné donc d'autres variants. Donc les variants aujourd'hui, on en a par dizaines. Et c'est pas sûr que des variants qui existent actuellement du SARS-CoV-2 et qui ont été détectés, qui ont été tous détectés. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y aura certainement d'autres variants plus tard. En tout cas, plus Mhm. il y a de populations infectées, voire même euh, vaccinées, peut-être. Donc, ça, j'en parle dans la conférence que tu avais citée au départ, et donc j'explique tout ça Je en mettrai le détail. lien de cette conférence dans les Ouais, commentaires, hein, pour voilà. ceux qui veulent la voir. Et donc, ce qu'il faudrait distinguer ici, parce qu'il y a une confusion par rapport aux variants, Mhm. c'est les variants par rapport aux recombinants. En fait, les variants, comme on a dit, c'est des mutations, une de plusieurs mutations dans la séquence globale du virus. Bon, Mhm. ça ne change pas beaucoup le virus, mais ça change dans ses fonctions, ses fonctions métaboliques changent.
Et donc, ça peut augmenter la virulence du virus, ça peut augmenter sa transmissibilité, ça peut augmenter aussi sa dangerosité, comme ça peut les diminuer. Donc, on fonctionne de là où se situent les mutations et les protéines qui sont exprimées dans la séquence qui a été mutée. Donc, ça, c'est les variants. Maintenant, par rapport aux recombinants, au départ, j'avais dit que les coronavirus mutent beaucoup moins que les autres virus. Ils ont, en plus de ça, donc ces coronavirus, ils ont une autre caractéristique qui est celle de la recombinaison. Les coronavirus sont connus pour recombiner plus que les autres virus. Et la recombinaison, c'est quoi? C'est quand on a deux virus de la même nature, donc des virus à ADN par exemple ou des virus à ARN, qui vont s'échanger des morceaux d'ARN ou d'ADN entre eux. Et donc là, ça crée des virus qui sont très différents. Ça crée des virus, bon, on reste toujours dans la même séquence du virus, voire même dans certains cas, les recombinaisons peuvent créer des virus qui sont assez différents et indépendants de la souche initiale, mais le plus souvent, c'est des petits morceaux qui sont échangés, ce qui fait de grosses mutations, on va dire. Mais ce n'est pas des mutations au sens propre de la mutation, comme une mutation peut apparaître, mais ces changements-là viennent du fait que un virus aurait reçu une partie d'un autre virus. Donc là, ça se passe quand les virus sont en contact, donc deux virus ou plus sont en contact entre eux dans une cellule infectée. C'est-à-dire que la cellule hôte doit accueillir au moins deux virus différents. Et cela ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément recombinaison. Il y aura recombinaison si les deux virus sont proches et s'il y a différentes conditions métaboliques qui font que les virus s'échangent des morceaux entre eux. Donc, il y a deux choses différentes ici. Et très récemment, il y a eu une étude. Pour l'instant, je ne sais pas si ça a été confirmé par d'autres études, mais il y a eu une étude qui montre bien que ce qu'on appelle le variant alpha, donc le variant anglais, n'est en fait pas un variant, mais un recombinant. Donc, on a des variants et des recombinants. Il se pourrait très bien que certains des variants qu'on connaît ne soient pas réellement des variants, mais des recombinants. Et ce qui est tout à fait normal, plus on va avoir une population large qui sera infectée par le virus, plus on va avoir de mutations et de recombinaisons. Donc ça, c'est en ce qui concerne la réponse à ta question. Maintenant, en ce qui concerne la virulence des virus, en fait, la problématique avec les virus, c'est la transmission, le fait qu'ils se transmettent plus vite ou moins vite, et puis également les complications ou ce qu'ils vont produire dans l'organisme humain. Et donc, selon ce qu'on voit aujourd'hui, le variant, si c'est réellement un variant, qui a le bon compromis, je veux dire le plus mauvais compromis entre vitesse de transmissibilité et également dangerosité, c'est le variant Delta. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de variant Delta, etc., où les vaccins sont de moins en moins efficaces par rapport à ce variant-là. Donc voilà par rapport aux variants et aux recombinants. Ok, ma deuxième question par rapport à ce que j'ai entendu, c'est on parle de Covid aigu, on parle de Covid long, mais qu'est-ce qui différencie les deux, hormis le temps, évidemment, on l'entend rien que par le nom. Oui, le Covid aigu, c'est l'infection aiguë au Covid. C'est ce qu'on avait connu et que les personnes aussi connaissent même au jour d'aujourd'hui, mais on avait eu quand même des pics de pandémie qui étaient plus importants qu'aujourd'hui, surtout en termes non pas d'infection, mais en termes de gravité de la maladie. Donc les hospitalisations, les réa qui étaient pleines, etc. Donc ça, c'est le Covid lent.
c'est quand on attrape le virus, qu'il passe donc cette période d'incubation de 2 semaines et que ensuite les symptômes commencent à apparaître. Donc, on appelle ça Covid aigu. Et puis ensuite, en fonction des personnes, en fonction de leur système immunitaire, en fonction de leur niveau d'exposition, en fonction de leurs conditions de vie, de leur style de vie, etc., on va avoir plus ou moins de séquelles, plus ou moins de complications et plus ou moins de séquelles. Même après la guérison, quand on dit guérison, en réalité, ce n'est pas réellement une guérison. Ça peut être une guérison totale, mais c'est assez rare. C'est qu'en fait, l'organisme rentre dans une phase subaiguë où tout ce qui a été produit ou provoqué par le SARS-CoV-2 au cours de la phase aiguë va s'atténuer petit à petit, mais il va y avoir toujours certaines problématiques qui restent quand même à bas bruit. Latent. De l'inflammation, de l'inflammation, des problématiques au niveau cérébral, une baisse importante de l'immunité, de la fatigue, des douleurs musculaires, de la perte de sensibilité. Donc, toutes ces problématiques-là, des troubles digestifs parfois. Donc, ces problématiques-là, il y a aussi les troubles de sensibilité, perte d'odorat, perte de goût, par exemple. Donc, perte partielle ou totale en général, c'est une perte partielle, mais qui, dans les cas de Covid lent, persiste pendant plusieurs mois, très longtemps. On peut avoir aussi le risque cardiovasculaire. Risque cardiovasculaire, risque de thrombose, donc les D-dimères qui sont élevés pendant une longue période, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tout ça est dû en réalité à la toxicité du virus ou à la toxicité des protéines qui sont produites par le virus, notamment, entre autres, donc la protéine spike, mais surtout aussi à la réaction du système immunitaire lorsqu'il réagit au virus, puisque c'est un nouveau virus. La réaction peut être, chez certaines personnes, extrêmement exagérée, ce qui explique donc les tempêtes cytokiniques. Et donc, après ces tempêtes cytokiniques, si la personne ne décède pas, elle va se rétablir petit à petit, mais il restera toujours donc ces dégâts qui ont été provoqués par le virus et qui vont rester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est ce qu'on appelle le Covid lent. En fait, le Covid lent, c'est tout simplement les complications du Covid aigu, voire plus généralement les séquelles du Covid aigu qui restent sur le long terme, mais bien sûr à un niveau plus atténué. Justement, sur ces fameuses séquelles, on côtoie tous des gens qui ont eu la Covid et qui nous disent encore être fatigués, avoir vraiment des séquelles qui traînent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, les atteintes cérébrales? Ouais. Alors, parce que par rapport aux différentes atteintes, en fait, c'est en fonction des personnes. Certains vont avoir des atteintes cérébrales plus que d'autres. Et même dans les atteintes cérébrales, ça pourrait être par exemple des troubles de sommeil, ça pourrait être de la dépression, ça pourrait être des pertes de mémoire, parfois des pertes de mémoire assez prononcées. Par exemple, d'autres vont plutôt avoir des problèmes digestifs, d'autres vont plutôt avoir des dimères plus élevés, donc risque cardiovasculaire plus élevé, etc. Donc mais là, on en parlera justement, mais si tu veux, enfin voilà, j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs choses. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'est l'atteinte cérébrale. Ouais. Comme ça, on peut aller là-dessus. Et puis, on reviendra sur les autres choses aussi, parce qu'on pourra parler d'anosmie aguesi aussi sur du long terme, qui sont vraiment gênants pour les gens. Donc, c'est ça. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que au-delà du type d'atteinte qu'on peut avoir dans le Covid lent, quel que soit le type d'atteinte, il y a déjà, il faut avoir un protocole de renforcement du système immunitaire. Ouais. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, protocole de renforcement du système immunitaire. Bon, classiquement, on avait déjà fait plusieurs vidéos là-dessus il y a
quelques mois. Bon, des polyphénols, par exemple, de la vitamine D, de la vitamine C, des oméga 3, par exemple, surveiller les carences, si c'est donc des carences qui sont assez récurrentes, si on sait que la personne s'alimente mal ou qu'elle est sédentaire ou qu'elle a d'autres maladies auparavant. Donc, on peut surveiller donc les carences micronutritionnelles classiques, donc vitamines, minéraux et oligo-éléments. Et puis en même temps, donc ce qu'il faudrait donner, comme j'ai dit, donc vitamine C, vitamine D, oméga 3 et les polyphénols, plus donc ce qui pourrait réellement renforcer l'immunité, c'est par exemple certaines plantes, l'artémésia par exemple, des champignons par exemple, le shiitake, le Ganoderma lucidum, le cordyceps. Donc, tous ces champignons ont un point commun, c'est qu'ils contiennent des bêta-glucans qui renforcent le système immunitaire. Et donc, les nutriments d'un côté vont plutôt favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire et les champignons eux-mêmes, par l'intermédiaire, entre autres, donc des bêta-glucans, vont avoir cet effet en plus sur le renforcement du système immunitaire par le biais de la synthèse des globules blancs notamment. Donc maintenant, par rapport au type d'atteinte, s'il s'agit par exemple d'une atteinte cérébrale, quelle que soit l'atteinte, que ce soit des problèmes par rapport au sommeil, de la dépression ou de la mémoire en général, on a au moins deux, voire plusieurs de ces atteintes en même temps. Donc là, on peut déjà améliorer donc la détoxification hépatique par notamment du N-acétylcystéine ou du glutathion, peu importe, et du brocoli, les extraits de brocoli notamment. Et puis, en plus de ça, on peut agir directement sur ces problématiques-là, donc la dépression, et la mémoire et le sommeil en général. Donc, les troubles de sommeil, la perte de mémoire et la dépression, on en avait déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais en général, c'est dû à des problèmes de neurotransmetteurs, donc une baisse des neurotransmetteurs du système nerveux parasympathique, notamment des indolamines, la sérotonine, la mélatonine, voire du GABA aussi. Donc là, il faudrait juste revenir au protocole qu'on avait expliqué auparavant pour traiter, pour augmenter ces neurotransmetteurs. Il faudrait aussi veiller à un meilleur apport en micronutriments surtout. Donc, surveiller toujours les carences, ça c'est extrêmement important parce que le fait de sortir d'un Covid aigu, ça fait que le système immunitaire est épuisé et ça fait aussi que les réserves en micronutriments soient également épuisées parce que l'inflammation importante causée au cours du Covid aigu va épuiser les stocks en fait, de micronutriments qui jouent le rôle de cofacteurs dans le système immunitaire. Donc ça, c'est par rapport à l'atteinte cérébrale. Dans ce sens-là, j'avais publié avec des collègues une étude là, sur l'effet du SARS-CoV-2 sur le cerveau. Il y a quelques mois de cela, donc je pense qu'on mettra le lien après pour celles et ceux qui voudraient se renseigner un peu plus. Alors, ben, justement, un des autres symptômes, c'est la fatigue chronique. Gens qui nous disent être très fatigués depuis le début. La question est identique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ou avec ça? Oui, la fatigue chronique post-Covid, c'est-à-dire celle qui accompagne le Covid lent, est très similaire à de la fibromyalgie. Donc, ce qui est très intéressant et ce qu'on remarque déjà, c'est que le Covid, le SARS-CoV-2, atteint entre autres aussi les mitochondries. Et donc, on a quelques études sur notamment l'utilisation du coenzyme Q10 notamment ou de la PQQ ou d'autres composants qui servent en fait à mieux faire fonctionner les mitochondries et à les régénérer. Et cela a montré des effets intéressants dans les cas de Covid. Donc, ce n'est pas des essais cliniques,
mais il y a un lien évident entre l'amélioration de la fonction mitochondriale et également euh, l'amélioration de l'état du patient atteint de Covid, de Covid aigu. Et donc, pareil également ici en ce qui concerne la fatigue chronique associée au Covid lent. Donc là, il faudrait travailler sur la mitochondrie. Il faudrait régénérer la mitochondrie, notamment principalement le coenzyme Q10 et puis les cofacteurs du coenzyme Q10. On peut aller sur un produit chez NRD comme le Rejuvactive alors. Rejuvactive, Donc, ouais. voire coenzyme Q10 oméga 3, Mm-hmm. voire la combinaison des deux. Ouais. Malgré que le Rejuvactive contient du coenzyme Q10. Ouais. À 200, de mémoire, c'est 200 mg. Hein, ouais, on peut en mm-hmm. prendre, on peut rajouter encore coenzyme Q10 oméga 3 pour augmenter encore plus la quantité de coenzyme Q10. Donc ça, c'est principalement. Et puis après, on peut accessoirement aussi rajouter des vitamines du groupe B, notamment de la vitamine B12, de la vitamine B9, de la vitamine B2, B3, donc le nicotinamide. Ouais. Donc, toutes ces vitamines-là sont très importantes et constituent des cofacteurs. L'acétylcarnitine aussi est importante pour le fonctionnement de la mitochondrie. Donc, toutes ces molécules-là, mais principalement, si on voudrait faire un focus sur ces molécules, ben, c'est le coenzyme Q10 en réalité, avec peut-être le NADH, donc la vitamine B3 et la vitamine B2. Alors, je vais anticiper une question qui viendra probablement après par d'autres personnes. À quel dosage la coenzyme Q10, tu le mettrais? Enfin, en moyenne, classiquement, 100 à 200 mg, par jour, mais après, c'est au médecin, au thérapeute de décider. Il peut augmenter, hein, il peut décider d'augmenter plus que ça. Oui, oui. Oui, dans une période comme ça, on peut facilement passer à 400 mg sans trop de risques. Hein. Surtout pour les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires et qui prennent des statines en plus. Oui. Ok. Autre chose, la perte de sensibilité. Alors, j'ai des connaissances qui me disent toujours rester sans odorat et sans goût depuis des mois et qui n'en peuvent plus d'ailleurs, parce qu'ils souhaitent juste une chose, c'est de retrouver le goût des aliments qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Alors là, il y a deux hypothèses. Soit c'est un déficit en zinc, et donc là, normalement, ça devrait se résoudre si on corrige le déficit en zinc par une prise tout simplement de zinc, une cure de zinc. Soit l'autre hypothèse, c'est que les terminaisons nerveuses au niveau des organes de sensibilité, que ce soit pour l'odorat ou pour le goût, ont été partiellement détruits. Quand je dis partiellement détruit, plus ça a été détruit, plus ça va prendre de temps de se régénérer. Et donc à ce moment-là, il faudrait traiter, donc il faudrait déjà faire baisser l'inflammation. Donc même, on ne parle pas ici de l'inflammation importante qu'il y a eu au cours du Covid aigu, donc puisqu'on n'est plus dans le Covid aigu, mais plutôt dans le Covid lent, mais il reste, comme j'ai dit, une certaine inflammation à bas bruit qui continue. Donc là, il faudrait principalement des anti-inflammatoires, notamment des polyphénols, mais surtout quelque chose qui va aider les nerfs ou terminaisons nerveuses à se régénérer plus vite, notamment l'acide alpha-lipoïque. Donc zinc, sinon polyphénol plus acide alpha-lipoïque. Okay. J'en profite pour prendre des notes en même temps. Au niveau de l'atteinte digestive, pareil, on sait qu'il y a des déséquilibres au niveau du microbiote. On retrouve des hyperperméabilités intestinales. Qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Alors, principalement, il faudra déjà nettoyer l'intestin. Donc, le nettoyage d'intestin, pourquoi? Parce que l'intestin est le deuxième organe qui a le plus de récepteurs ACE2 et donc auxquels vont se lier les virus SARS-CoV-2. Et donc, il se pourrait très bien que le virus reste là dans les entérocytes, d'autant plus que la structure de l'intestin le permet
avec les cils, etc. Donc le virus peut se cacher là et dans les entérocytes et produire donc des dégâts et des dommages. Ou alors tout simplement que voilà, la pénétration au départ du virus par l'intestin a causé des dommages aux cellules intestinales et en même temps a fait réagir tellement le système immunitaire parce que le système immunitaire est localisé à 80% au niveau du dernier tiers de l'intestin grêle, et ce qui a produit aussi des changements de configuration au niveau du microbiote. Et donc, à la fois l'inflammation, donc système immunitaire d'un côté, la barrière intestinale et le microbiote ont été altérés. Et donc, il faudrait restaurer tout ça. Déjà, il faudrait attaquer par des antimicrobiens, notamment de l'argent colloïdal, des huiles essentielles, l'origan, la cannelle. Et puis, il faudrait, comme on l'a déjà dit, faire attention aux huiles essentielles, à leur utilisation, pas plus de 2-3 semaines, puisqu'ils sont hépatotoxiques. Et prendre bien sûr l'avis d'un médecin formé à ça, qui s'y connaît bien en huile essentielle. C'est pas les huiles essentielles, c'est pas de la vitamine C. C'est des produits qui contiennent des composants qui sont en général toxiques si on ne sait pas les utiliser. En plus, on peut utiliser aussi le chlorure de magnésium. Alors ici, le chlorure de magnésium, c'est pas pour avoir un apport suffisant en magnésium, puisqu'il n'est pas forcément absorbé, ce magnésium. Donc, par contre, ce avec quoi il va aider, c'est plutôt le fait de créer une purge intestinale. Donc, le chlorure de magnésium, ou ce qu'on appelle le sel de Nigari, qui est très intéressant. Donc, sel de Nigari plus des antimicrobiens pour pouvoir nettoyer l'intestin. Et puis également, on peut donner des anti-inflammatoires comme la curcumine ou les oméga 3, plus quelque chose qui va permettre de régénérer le microbiote, notamment un probiotique avec plusieurs souches de lactobacillus et de bifidobacterium notamment. Ok. Une dernière question, en tout cas sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les risques cardiovasculaires? Oui, les risques cardiovasculaires sont très importants parce que on a tous connu quelqu'un ou entendu parler de ces personnes qui font des thromboses. Malheureusement, donc, que ce soit dans le cas de Covid aigu ou également dans les cas post-vaccination. On ne sait pas maintenant combien sont les cas qui sont reliés à la vaccination et qui sont donc qui produit dont la thrombose est due ou amputée au vaccin. Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Les choses ne sont pas très claires, mais en tout cas, ça existe. Donc, les thromboses cérébrales, les thromboses abdominales, en plus du risque cardiovasculaire élevé, à cause de ces fameux D-dimères qui sont en fait c'est un biomarqueur en fait, les D-dimères pour les thromboses et le risque cardiovasculaire. Et apparemment, c'est provoqué par des lésions dues à la protéine spike, donc entre autres. Et donc, ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire ici pour pouvoir, on va dire, prévenir des problématiques de ce genre, c'est déjà de veiller aux carences micronutritionnelles, extrêmement important parce que la plupart des nutriments sont impliqués dans la fonction de l'endothélium vasculaire, dans la coagulation, dans l'agrégation du sang, dans toutes ces problématiques, tous ces processus métaboliques qui peuvent produire une problématique cardiovasculaire. En plus de ça, ce qui est le plus important, c'est les oméga 3 et la coenzyme Q10. Donc, ceux-là peuvent avoir plus, on va dire accessoirement également, de la vitamine C, mais principalement de la coenzyme Q10 et des oméga 3. Et si ces lésions-là, ces problématiques-là apparaissent chez une personne qui a déjà à la base, avant même d'être atteinte du Covid, un risque cardiovasculaire élevé, maladie cardiovasculaire, syndrome métabolique, donc là, il faut vraiment miser sur la coenzyme Q10, les oméga 3, la vitamine C et surveiller les carences, comme on a dit.
D'accord. Alors, pour ma part, j'ai une dernière question avant de passer aux questions qui sont posées sur Facebook. Euh, Ma dernière question, qui est peut-être une question piège, j'en sais rien, tu te débrouilleras avec. Que penser de l'efficacité des vaccins? L'efficacité des vaccins, tout le monde le sait aujourd'hui. Et en plus, je ne comprends même pas le débat sur l'efficacité des vaccins parce qu'en Mhm, en réalité, on n'a jamais eu un vaccin qui était efficace à 100%. Ça n'existe pas. mhm, Il n'y a jamais eu auparavant. Prenez n'importe quel vaccin antiviral. Il n'y a pas de vaccin efficace à 100%. Ça n'existe pas. mhm, Donc, la plupart des vaccins sont efficaces plus ou moins, 40%, 50%, 80%, 90%, etc. Et l'efficacité change avec le temps euh, parce que le temps fait qu'on ait plus de mutants mhm, et donc plus de variants et voire plus de recombinants dans ces cas de coronavirus. Donc, théoriquement, euh, théoriquement le vaccin est le plus efficace par rapport aux souches, donc aux variants pour lesquels il a été conçu. oui, Et puis, avec le temps, son efficacité diminue si ces variants-là diminuent et qui sont remplacés progressivement par d'autres variants. mhm, Maintenant, si c'est des recombinants, l'efficacité du vaccin est encore moins importante. Donc, est-ce que le vaccin est une solution complète et définitive, etc. Je ne pense pas. C'est une solution peut-être pour certaines catégories de la population qui sont les plus à risque et qui sont les plus exposées, etc. mhm, Probablement, peut-être. Et encore, ici aussi, il faudra faire du cas par cas. Et c'est ce qu'on avait expliqué tout simplement dans la plupart des études qu'on a publiées dans ce sens-là, notamment la première étude qu'on avait publiée déjà au mois de mars 2020 mhm, sur la stratégie individuelle de prise en charge des patients atteints de Covid-19, où on avait parlé du fait que les vaccins font partie de la stratégie d'intervention, mais il faudrait voir les risques, il faudrait voir l'efficacité et tout ça, mais il y a aussi des médicaments, il y a aussi l'alimentation, le style de vie, les nutriments, les compléments mhm, alimentaires, la phytothérapie, il y a plein de choses. Donc, le vaccin en tant que tel n'est pas la seule stratégie, okay, et encore moins la stratégie la plus efficace pour tout le monde. Donc ça, c'est mhm. même l'OMS là le reconnaît assez bien par rapport au fait que le fait de vacciner tout le monde, c'est pas, on va dire, la solution idéale. Ça, c'est le Mhm. moins qu'on puisse dire. Maintenant, est-ce que le vaccin ne sert à rien? La réponse est non. Mhm. Le vaccin est un moyen thérapeutique comme d'autres moyens thérapeutiques, avec des risques, avec des avantages, et il faudrait peser le pour et le contre. C'est pour ça qu'on a des professionnels de la santé, c'est pour ça qu'on a des médecins qui sont formés à Mhm. ça. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, je pense que j'avais déjà tout expliqué, ou en tout cas expliqué une bonne partie de ce qui doit être expliqué dans la conférence que tu avais citée au tout début et Mhm. qu'on mettra le lien Je après. mettrai, oui, je Voilà. mettrai le lien sans aucun problème. Alors, tiens, Christine, docteur Christine, qui nous demande où est-ce qu'on en est avec la recherche d'un traitement? Un traitement, Oui, contre la c'est-à-dire un Covid. médicament. Oui, est-ce qu'il y aurait des états d'avancement sur la recherche? Enfin, je suppose que sa question va dans ce sens-là. Des états d'avancement sur la recherche des traitements, comme on en a entendu parler, hein, Oui, je n'ai pas plus d'infos Mhm. que ce qui est dit ici et là. Oui. Pour moi, il y a pas de traitement pour l'instant, sauf Mhm. bon, pour les molécules qui ont été proposées au Au départ, donc début, oui. notamment les antibiotiques comme l'azithromycine, Mhm. l'hydroxychloroquine, Mhm. l'ivermectine. Donc, c'est des molécules que je ne connais pas, hein, que je ne Mhm. connais pas, sauf l'hydroxychloroquine et la chloroquine, euh, où j'avais publié une étude là-dessus. Mais c'est pas une étude clinique qui va tester la chloroquine. C'était plutôt un complément à tout ce qui se disait sur l'hydroxychloroquine
et tout le débat où on avait des dizaines d'essais cliniques qui montraient que ça ne fonctionnait pas et des dizaines d'autres essais cliniques qui montraient que ça fonctionnait. Et donc là, on avait proposé une étude sur le métabolisme de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine. Et donc là, il y a la coenzyme Q10 qui rentre dedans, le zinc, mais ça a été bien vulgarisé par rapport au zinc, mais il y a aussi le fer, le stress oxydatif. Il y a plein de choses qui se font au niveau de la mitochondrie, au niveau de la cellule, et qui font que l'hydroxychloroquine sera efficace ou pas efficace. Et donc ça a été déjà expliqué dans l'étude que j'avais publiée il y a quelques mois sur l'hydroxychloroquine. Mais pour moi, ça dépend de tout ça, l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Pour les autres médicaments, je ne sais pas, aucune idée. Ok, Christine, toujours qui nous demande la quercétine en prévention, est-ce que tu as un dosage ou une idée de dosage en tout cas, et en traitement également, est-ce que la quercétine a son utilité? Théoriquement, oui. Mhm. Théoriquement. Parce que les deux études qui existaient au départ là, sur la quercétine dans le traitement des coronavirus, pas le SARS-CoV-2, mais les autres Mhm. coronavirus, MERS et SARS-CoV, montraient qu'il y avait une inhibition, une intervention de la quercétine dans plusieurs targets, donc soit dans la fixation, dans la pénétration, dans la destruction du virus. Il y avait plusieurs targets, avec le resveratrol aussi. Resveratrol, il y avait également 2 études in vitro qui montraient ces cas-là, mais il n'y a pas d'essais cliniques qui montrent que la quercétine pourrait traiter la COVID-19. Donc ça, c'est pas démontré. Par contre, les effets de la quercétine comme immunomodulateur, comme élément qui renforce le système immunitaire, ceux-là sont bien prouvés. Donc on pourrait, à titre d'exemple, citer donc la quercétine et le resveratrol, mais d'autres polyphénols aussi, on pourrait les utiliser à titre préventif. Là, c'est tout à fait défendable, on va dire, Mhm. scientifiquement. Les autres polyphénols aussi sont intéressants. L'Artemisia vulgaris également est intéressante également dans ces cas-là. Donc, tout comme les champignons d'ailleurs, hein, les champignons aussi renforcent très bien le système immunitaire et donc on pourrait aussi penser que si on a un système immunitaire plus fort, qu'il pourrait réagir plus vite et de façon optimale par rapport à l'infection au SARS-CoV-2. Mhm. Quand tu dis les champignons, on dit bien certains champignons. Certains champignons, bien entendu, Vous pouvez manger autant de champignons de Paris que vous voulez, les ça ne champignons que fonctionnera j'avais pas. cités au tout Oui, tout début, à fait. donc Oui. le Ganoderma lucidum, le shiitake, le cordyceps, par exemple, donc tous ces Mhm. champignons qui ont des effets qui sont titrés en bêta-glucan, qui ont des effets sur le système immunitaire. Alors, Joséphine qui nous demande est-ce que le CoQ10 pardon, est idéalement à prendre le matin ou le soir? Euh, Peu importe, Mhm. l'essentiel c'est que ça soit pris au cours d'un repas. Oui, il n'y a pas de souci. Samira qui nous partage son témoignage en disant qu'elle a des décharges électriques cérébraux et des troubles du sommeil qui sont apparus après son atteinte du Covid-19. Donc, ben, bon Oui, courage, donc beaucoup là de c'est le courage. Covid Ouais. lent. Ouais. C'est un exemple concret du Covid Mhm. lent, atteinte cérébrale. Euh, En plus de ce que j'avais expliqué tout à l'heure par rapport à l'atteinte cérébrale et pour pas se Mhm. répéter, il y a aussi des traitements par électrostimulation Mhm. qui ont été testés et publiés par des chercheurs le chercheur principal dont j'ai oublié le nom, mais ça s'est fait à l'Université libre de Bruxelles en Belgique et Mhm. apparemment ça donne des résultats intéressants. Ça a même été c'est même passé à la télé qu'ils ont montré des patients, des patients qui parlaient donc de ces traitements. Et apparemment, ça donne des résultats très intéressants, ce qui est tout à fait logique parce que ça passe par la stimulation d'une partie du nerf vague, l'auriculaire, donc le nerf Mhm. auriculaire. On utilise du courant continu
C'est pas le courant continu là, classique, hein. N'allez pas le faire à la maison. C'est c'est un appareillage spécial d'électrostimulation. Il y Oui, a je vois. aussi apparemment des stimulations par des ondes magnétiques, Mhm. donc qui montrent aussi des résultats assez intéressants. Donc ça, c'est accessoire en Mhm. plus de ce qu'on vient de voir. Nadia qui nous demande en termes de probiotiques si le kéfir pourrait être utilisé et moi je rajouterais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Oui, 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 Mhm. ça pourrait être intéressant si c'est C'est du une forme kéfir naturelle, hein, ouais. ouais, ouais, de bonne qualité, Mhm. ça pourrait être intéressant. Oui, le kéfir, on peut l'utiliser, on peut commencer par une certaine dose de probiotiques, Mhm. donc une cure de probiotiques, et ensuite continuer avec le kéfir sur le long terme. Mhm. Hmm. Euh, alors, je regarde les dernières questions, s'il y en a encore. Euh, Hélène, beaucoup de patients d'être fatigués. Est-ce que ça s'explique est-ce que beaucoup de patients se disent être fatigués? Est-ce que ça s'explique scientifiquement, cet état? Oui, Oui. c'est l'atteinte mitochondriale. Mhm. Oui, C'est dont tu as parlé tout à oui, l'heure. l'atteinte mitochondriale qu'il faudrait réparer par des Voilà. coenzymes Q10, c'est ce Oui. qu'on avait expliqué tout à l'heure. Je proposerai à Hélène, du coup, de retourner sur le début de la vidéo qu'elle a probablement raté. Euh, et je pense que c'est à peu près tout. Que penser de la prise de NAC et de glutathion? Oui, intéressant dans le cas du Covid lent, oui, c'est ce qu'on avait expliqué Mhm. par rapport notamment à l'atteinte cérébrale, mais oui, pourquoi pas. On peut prendre ça, d'ailleurs, ça renforce aussi l'immunité. Oui. Ok, et là, voilà, Hélène qui vient de préciser sa question en disant que sa question se tournait vers les patients vaccinés. Donc, des patients vaccinés se plaignent. Ah oui, j'avais mal lu, effectivement. Mille excuses. Les patients vaccinés se plaignent de grosse fatigue depuis quelques mois. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça scientifiquement? Ah, mais enfin, la fatigue est un effet secondaire des vaccins. Mhm. Mais apparemment, on ne parle pas de ce type de fatigue puisque la fatigue qui est censée être un effet secondaire des vaccins disparaît au bout de quelques jours, Mhm. voire 1 ou 2 jours. Et il y a même des Mhm. patients vaccinés qui n'ont pas cette fatigue-là. Peut-être que ça pourrait être soit donc la protéine spike, Mhm. soit le système immunitaire qui a réagi, peut-être, je ne sais pas, qui a mal réagi au vaccin. Ça Mhm. arrive, hein, ça existe ces cas-là, ou peut-être que tout simplement que peut-être ces patients-là, ça dépend maintenant si ces patients ont déjà eu le Covid et qu'ils ont été vaccinés après, peut-être que c'est des séquelles du Covid au Mhm. départ. Mais oui, on peut amputer ça au vaccin dans Mhm. certains cas. C'est assez rare, mais ça existe. Ok, ok, merci. Ok, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, je lis une dernière question de Harry et on n'y répondra pas. Mais voilà, je la lis quand même, je l'ai bien lu. Je vais devoir me faire vacciner. Que conseillez-vous entre les différents vaccins? J'aimerais avoir votre avis. On ne peut pas le donner ici, malheureusement. Enfin, je pense, hein, sauf si tu me dis le contraire, Non, Amine, on que tu vas. on Voilà. peut pas le Je donner. pense, voilà. Sinon, on va se faire boycotter directement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Amine, à lundi. Merci, salut, très belle Salut. soirée.